Faites entrer l'écriture, 16e épisode, écrire son Pérec. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il va être question de Georges Perec, comme le titre du podcast peut le laisser supposer, plus précisément d'une collection de livres qui s'appelle Perec 53, qui démarre, qui va durer entre 9 et 10 ans, et qui va proposer 2 fois par an 3 livres de 53 pages, de 53 auteurs différents, sur Georges Perec. L'idée de l'éditeur, Thierry Bodin-Hulin, des éditions L'Œil ébloui, c'est de demander à des auteurs, mais aussi à des artistes, de dire leur Perec, c'est-à-dire de dire en quoi la lecture, l'œuvre de Georges Perec ont eu une influence sur leur propre travail. Je vais vous proposer de me suivre au Jardin du Luxembourg, où j'ai interrogé en juin 2024 l'éditeur, Thierry Bodin-Hulin. J'ai profité du marché de la poésie, où il se trouvait, pour lui poser quelques questions. Thierry Bodin-Hulin, vous avez déjà pu l'entendre très rapidement dans l'épisode numéro 4, épisode dans lequel j'essayais de le faire parler, mais où il refusait de dire quoi que ce soit de ce projet qui était alors à venir. Mais oui, en fait, tu sais, j'ai réfléchi, mais pourquoi finalement il y a un an j'ai rien dit. Et en fait, parce que je savais pas encore comment en parler. J'ai appris à en parler. Du coup, ça me fait plus peur. Mais ouais. Tu sais, il y a 3 mois, les premiers interviews, les premiers journalistes qui m'appelaient, j'étais hyper stressé et je ne savais pas comment aborder la chose, comment la présenter et tout. En fait, je me sens un peu plus légitime aujourd'hui. Je voulais être sûr que c'était pas une imposture. J'avais peur de prendre une place qui n'était pas forcément la mienne, ou en tout cas, je voulais pas la prendre si d'autres pouvaient la prendre, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas l'histoire, c'est pas l'idée elle-même. C'était est-ce que consacrer autant de temps, autant d'énergie, toute une collection, 53 livres sur Perec, mais qui suis-je moi pour donner autant d'importance à Perec? Il y avait ça un peu derrière. Et pourtant, tu es un pérécophile d'enfer, si on t'écoute. Oui, mais j'ai jamais été dans le milieu, péréquin, dans le milieu oulipien. Donc j'ai jamais été. J'ai toujours fait ça dans mon coin, quoi. Bonjour, je suis éditeur. J'ai créé L'Œil ébloui en 2013 et, à raison de 2 ou 3 livres par an, je propose des fictions, des romans, récits, nouvelles, fragments, des aphorismes, des pensées, des petites choses littéraires comme j'aime à les appeler, de la poésie aussi, des nouveautés le plus souvent, mais il m'arrive de faire des rééditions, des textes qui me touchent particulièrement. Aujourd'hui, un catalogue de 25 titres, et après 9 ans d'existence, je ressens le besoin d'emprunter une nouvelle voie. Je songe à lancer une collection qui serait composée de 53 ouvrages de 53 pages, dédiés à l'œuvre et à la vie de Georges Perec, pour qui j'éprouve une grande admiration. Pour cela, je ferai appel à 53... Bring! Pas le temps de développer, 1 minute m'était accordée. Je suis le dernier à m'exprimer, il est temps d'aller manger. Thierry Bodin-Hulin, Trajet Perec. Je te propose qu'on rembobine carrément complètement et que tu me racontes non pas le moment comme dans Trajet Perec où tu mets en œuvre ton idée, mais tout simplement, est-ce que tu te souviens du moment où tu as découvert Perec, quoi? Oui, alors la découverte de Perec, j'arrive à la situer dans le temps et à trouver à peu près les moments où effectivement je plonge dedans, donc plus que l'idée de la collection, parce que là ça m'échappe un petit peu plus. Mais oui, Perec, c'est... je suis à Rouen, je suis en école normale d'instituteur. J'ai fait qu'une année, j'ai pas été plus loin, j'ai jamais été instituteur. Mais j'ai fait l'école normale d'instituteur juste après le baccalauréat, je suis à Rouen. Et là, il y a deux jeunes profs agrégés qui me font d'abord découvrir plein de choses de la littérature, et notamment de la littérature contemporaine, notamment de la littérature d'après-guerre, et puis qui se mettent à un moment de parler de l'Oulipo. En fait, j'apprends Perec via l'Oulipo. Et l'Oulipo me fascine, c'est sur les mots, moi qui écris un petit peu, je dis tiens c'est rigolo, c'est juste sur les mots, etc. Puis très vite je m'intéresse aux Oulipiens, et tout de suite il y a un nom qui sort, c'est Perec, on est pour situer quand même dans le temps, hein. Là je parle, on est en 1981 quoi. La vie mode d'emploi est sortie en 78. Et dès lors que je m'y intéresse, le premier livre de Perec que j'ai lu, c'est La vie mode d'emploi. J'en connais d'autres qui ont lu ça aussi en premier. Et là, c'est une fascination totale sur ce livre-là.
Si on me demande qu'est-ce qui est fascinant dans ce livre, c'est la... Je sens tout de suite une inventivité de tous les côtés qui part dans tous les sens. Ces multitudes d'histoires qu'on me raconte, qui s'interpellent. J'adore la construction de cet immeuble et de passer d'une pièce à une autre. J'adore cette idée-là. Il y a plein de petites choses que je pourrais mettre les unes à côté des autres. Et pour me dire que tout me fascine. Et puis derrière, on continue après à s'intéresser à Pérec. Et très vite, je lis pas mal de choses de lui. La vie mode d'emploi, c'est un livre, mais le sous-titre c'est roman, et ce roman est au pluriel. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi ce pluriel ? Au début, c'était roman au singulier. Une histoire centrale sur laquelle se greffait toute une série d'histoires annexes qui allaient s'enchevêtrer comme les pièces d'un puzzle. Et puis en plus, je veux dire ensuite, l'idée de mettre roman au pluriel, c'est pour indiquer ce que je pourrais appeler le caractère potentiel du livre. C'est-à-dire que il y a un livre qui est écrit, qui a une forme matérielle, qui se présente comme un pavé de 700 pages, et il y a à la fin de ce livre une centaine de pages d'index, qui sont comme les 5000 pièces du puzzle, à partir desquelles on peut recombiner, poursuivre, reconstituer des histoires qui sont éparpillées dans le livre. En fait, il y a plusieurs modes de lecture, en quelque sorte. Un mode de lecture qui serait linéaire, et qui serait le roman, la vie mode d'emploi, et puis un certain nombre de romans en abîme, en dessous. De là vient l'idée de ce pluriel. Il y a un lien entre l'Oulipo et la vie mode d'emploi, c'est-à-dire que dans l'Oulipo et dans les livres de la littérature potentielle qui sont sortis à ces moments-là, il y a, je crois, de mémoire, un chapitre qui explique l'architecture de la vie mode d'emploi, où Pérec a donné quelques pistes d'architecture. Et c'est ça aussi qui commence à me fasciner, c'est comment le livre a été construit, comment on passe d'un chapitre à un autre, et la fameuse polygraphie du cavalier, elle est déjà très présente, elle me fascine déjà, cette grille de 10 sur 10 qui reconstruit les immeubles, les pièces de l'immeuble, et comment on passe d'une pièce à une autre, d'un habitant à un autre. Je crois que c'est par là déjà que ça commence ma fascination. Puis tout d'un coup, je sens qu'on me dit qu'il y a des allusions, des pièges, alors on parle pas de cahier des charges encore, je parle pas de liste encore, ça viendra plus tard, ma connaissance des listes. Puisque, quand même, il faut quand même aller au bout des choses. Je fais mon mémoire de maîtrise, parce que après l'école normale d'Institut, je rentre à la Sorbonne, je fais des études de lettres, et quand j'arrive à la maîtrise, il y a le fameux mémoire à penser, et j'hésite entre Flaubert et Pérec. Mais c'est Pérec, en fait. C'est Pérec et c'est la vie mode d'emploi. Je m'intéresse dans ce mémoire-là au jeu du langage, en fait, dans la vie mode d'emploi. Sur les jeux de mots, les jeux de lettres, les jeux oulipiens qu'on y trouve, les jeux architecturaux, le puzzle qui se construit. Mais je pars du signe. Je me rappelle, ce qui me plaisait beaucoup dans les modes d'emploi, c'était les ornements typographiques. J'avais jamais vu ça ailleurs. Et ça me plaisait qu'il y ait un jeu aussi graphique à l'intérieur même de la vie mode d'emploi. Donc je suis parti du signe dans la vie mode d'emploi jusqu'à l'architecture globale, la fameuse architecture de l'immeuble. Principe de permutation. Ayant tous trois lu Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, nous avons été séduits par l'idée d'observer une infinité de variations à partir d'un même lieu. Nous nous sommes donc posé la question: et si ce lieu était ici une typographie, quelles pourraient en être les variations possibles? Nous avons donc créé un caractère typographique inspiré du Caslon,
avec des fonctions OpenType, c'est-à-dire avec des lignes de code, de façon à ce que, à chaque frappe de touche du clavier, les principales voyelles, A, E, I, O, U, changent de forme. Yocna, permutation. Tu parles tout de suite d'architecture, après tu parles de typographie. Est-ce que quand tu construis Perec 53, tu t'imagines pas déjà a posteriori une architecture qui permettrait de relier entre eux tous les livres que tu ne connais pas, qui ne sont pas encore écrits, mais qui feront partie de ta collection? Et je parle de ça en plus parce que un des 4 premiers, il est fait par des typographes, il est sur la typographie. J'ai pas forcément cette idée-là tout de suite en tête, que ça va être un faisceau cohérent dans les 53 ouvrages. Mais là, je le vois très vite en fait. Et dès les premières propositions, dès les contacts que je prends, je sens qu'il va y avoir des interactions très fortes entre les ouvrages. Et là, tu me donnes, je crois que je l'ai jamais dit encore, mais tu me donnes l'idée que c'est un pulse que je construis effectivement. C'est le pulse des 53. Bah oui, le pulse des 53 que je construis pièce par pièce. Et l'identité graphique rejoint de toute façon la fameuse construction du pulse de la vie mode d'emploi, puisque les couvertures, les 53 couvertures à venir, c'est tout un jeu sur le fait que la couverture, qui est une grille en fait qu'on a conçue avec les typographes ou l'agence graphique comme une grille 9/6, c'est plus la grille 10/10 de la vie d'emploi, c'est une grille 9/6, mais il va prendre le même cheminement, c'est-à-dire que le premier va avoir une case blanche, le deuxième une deuxième case blanche, et le 53e il y aura 53 cases blanches. Et petit à petit, comme le cavalier fait au jeu des échecs, hein, comme dans la vie mode d'emploi. Donc effectivement, il y a cette construction architecturale qui est réelle, que je construis, parce que tout de suite, au départ, je ne sais pas que je vais travailler avec cet agent, je ne sais pas qu'on va tomber sur cette idée-là. On a beaucoup brainstormé pour trouver comment... Je voulais une couverture évolutive, c'était ma demande. Voilà, comment on fait? Alors il y a le truc classique, c'est que sur les dos des livres, il y a une image qui progressivement, si tu mets les 53, forme un tout. Mais bon, on trouvait ça l'idée un peu banale. Bon, par contre, celle qu'on a trouvée de reproduire en fait sur la couverture le jeu même de la vie mode d'emploi, voilà, on ne pouvait pas trouver mieux. C'est une stimulation pour les collectionneurs. Et la question de la collection, elle est tellement présente aussi chez Perec. Et elle est, dans ce que je t'ai entendu dire déjà, elle est vraiment chez toi aussi, parce que tu collectionnes aussi ce qui est lié à Perec. Tu m'as offert un petit bulletin des amis de Perec à peine quand on s'est rencontrés. Il y a quelque chose de la question de l'objet ou de l'accumulation. Tu parlais des listes tout à l'heure. J'ai l'impression que ça va procéder un peu de la même dynamique, sans forcément que tout soit conscient, peut-être. J'avais pas encore fait le lien entre la polysémie du mot collection. Voilà. C'est à la fois la collection éditoriale, et puis collection, c'est collectionner aussi des objets, faire des inventaires. Oui, hein, alors le petit côté fétichisme Perec, ouais, je l'ai toujours un petit peu... je l'ai un peu accentué dans Trajet Perec, hein, j'avoue. Mais c'est assez joyeux pour le lecteur, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai des petits bijoux. Mais alors, là aussi, belle nouvelle quand je lance la collection. Je rencontre plein de gens me sollicitent, plein de gens me donnent des témoignages, et je vois d'autres collectionneurs. Et j'apprends que, c'est pas une évidence forte, que des collectionneurs de Perec, il y en a un certain nombre. Et j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a mis sa bibliothèque Perec. Elle est 2 fois plus grande que la mienne. Hein. Lui, par exemple, il a tous les cahiers Georges Perec, du numéro 1 au numéro 14. Moi, j'en ai 3-4. Voilà. Et puis, il a d'autres petits bijoux, je les ai vus dans la photo, sur la photo. Donc, il y en a d'autres. Donc, alors, ça aussi, c'est une grande découverte. Et qui fait que maintenant, je suis confiant dans la suite, c'est que je ne suis pas le seul. C'est la dernière phrase de Trajet Perec. Perec est là quelque part, là il a son astéroïde là quelque part. Je me promène à côté de lui et je ne suis pas le seul. Et je sais que je ne suis pas le seul. C'est l'objet même de la collection. C'est je ne suis pas le seul. Si j'étais le seul, la collection n'aurait aucun intérêt. Mais parce que je ne suis pas le seul, parce que justement je vais trouver ces 53 personnes qui vont dire leur rapport qu'ils ont à Perec, que le sens est là, quoi. Ah, mais tu lis Georges Perec ? On est à l'automne 1980, je lis Espèce d'espace. C'est un jeune couple, une vague relation indirecte. Ils semblent tout surpris. Il y a donc des gens pour lire Georges Perec ?
C'est notre voisin, on est copains. Viens le voir. Ah, ça lui fera plaisir. Qui j'étais pour aller le voir et lui dire quoi? Qu'est-ce que je comprends d'ailleurs à ce livre qui n'est pas un livre? Je ne connaissais que les choses. La performance qu'était la disparition, bien sûr. Et la vie mode d'emploi, je ne m'y étais pas encore lancée. Mon livre, le premier, paraît en septembre 1982. Quel plaisir de l'envoyer à quelques personnalités d'estime. Sauf que Pérec est mort en mars. François Bon, l'espace commence ainsi. Oui, mais c'est comme une enquête en fait, c'est comme une aventure. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout prévoir à l'avance. Tu vas forcément tomber sur des choses inattendues, il y aura peut-être des déceptions, des choses que tu ne trouveras pas. Mais on est vraiment dans quelque chose qui à la fois, on parlait d'architecture, peut sembler fasciné par la planification, etc. Puis en même temps, il y a du vivant, quoi. Forcément, ça bouge sans arrêt. Est-ce que tu es beaucoup sollicité déjà? Oui, je suis beaucoup sollicité. Et j'ai déjà dit non à des projets qu'on m'a proposés. Mais c'est un non très bienveillant, parce que j'ai un grand respect en fait pour tous ceux qui me proposent quelque chose. Soit qu'ils l'ont alors il y a différents cas de figure, il y a des gens qui ont déjà écrit des choses et qui me disent tiens ça pourrait coller, il y a des gens qui me disent j'ai une idée mais je sais pas où je vais, mais est-ce que ça vaut le coup de creuser? Je leur dis bah, allez-y hein. Et puis d'autres qui ont une idée plus précise, qui savent ce qu'ils veulent faire et qui me disent voilà, est-ce que ça peut rentrer dans la collection? Alors je dis jamais un oui franc, tant que j'ai pas vu l'objet je peux pas dire oui, mais j'encourage souvent. Et non, il y a un côté, c'est très touchant, tous ces sollicitations qui viennent. Alors oui, c'est une collection en marche. Voilà, c'est une, comment dire en anglais, mais bref, une progress et elle est en mouvement permanent et je sais pas ce que ça va devenir. Je connais pas là je connais pas le 15e quoi, le numéro. Voilà, donc ça veut dire du 15 53, je sais pas. Je sais qu'il y a des pistes qui se sont ouvertes, il y a des ouvertures très fortes et c'est ça qui est passionnant hein. C'est ne pas savoir à l'avance. J'ai peut-être une idée sur le 53e ou 54e, peut-être à l'avance, mais je sais pas ce qu'il y a dans l'intervalle en tout cas. Je boirai mon café très vite, très chaud. Puis je sortirai le livre jusqu'alors blotti dans mon manteau à la place du portefeuille. L'édition de poche de 53 jours de Georges Perec. Ce livre renferme des mystères, car il est resté inachevé, son auteur mort avant d'en écrire la fin. La couverture reproduit une sorte de panneau routier dans le désert, une peinture murale montrant des voyageurs en burnous et turbans à dos de dromadaire. Une flèche rouge indique Tombouctou 52 jours. Pourquoi ce chiffre 52, alors que le livre s'intitule 53 jours? Et pourquoi ces guillemets encadrant le titre? Il s'agit peut-être d'une gradation, ajouter une unité, puis envelopper le tout d'un signe typographique. Parenthèses, crochets, guillemets anglais ou allemands. Il faudrait donc compléter la suite des entiers naturels, 52, 53, 54. Chiche. Alors j'ouvrirai le livre à la page 54. Tout en bas, à proximité du folio, je lirai ces phrases. En pleine nuit, les policiers font irruption chez Fly, qui habite une villa au Pec. Antonin Crène, terminus provisoire. On parlait des sollicitations, c'est celles qui me viennent sans que je demande. Là, effectivement, alors, et là, généralement, c'est des péréquins qui cachent leur péréquis, je sais pas comment on dit, je reprends. Ce sont pas des gens qui sont dans la mouvance péréquienne, en tout cas, et qui ne suivent pas les travaux péréquiens. Ça, c'est les sollicitations, enfin, c'est les gens qui me sollicitent, mais effectivement, dans mon travail, je sollicite aussi beaucoup. Et là, je suis allé voir, effectivement, plutôt les péréquiens, c'est pas une secte, hein, mais voilà, des gens qui apprécient l'œuvre de Pérec et que j'ai relevé à droite à gauche. Oui, ce que je dis d'un trajet Pérec, hein, j'ai une grande liste de gens, alors des connus, des moins connus, des pas connus, des hommes, des femmes. J'aimerais un peu plus d'étrangers.
J'aimerais un peu plus de femmes aussi, je le précise aussi, parce que je trouve que ma liste pour l'instant est un peu déséquilibrée. Et puis aussi, venant aussi pas forcément de l'écriture. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a que des écrivains ou il y a des artistes, Non, plasticiens ou ouais. photographes ou... Ouais, il y a quelques artistes qui viennent, ou des gens même qui n'ont pas beaucoup écrit et qui ne sont pas artistes non plus. Je suis en contact là actuellement avec une libraire qui n'a pas forcément, qui n'écrit pas, qui est très péréquienne, et avec qui j'ai eu un contact et on a discuté et je lui ai dit allez-y quoi. Et je lui ai même proposé de l'accompagner dans son écriture. Écrire sans E, sans cette lettre qui commence et termine le verbe écrire, et surgit 2 fois dans le nom de Pérec. Cette lettre qui est la seule voyelle du mot lettre. Cette lettre qu'on dit muette quand elle arrive en dernier, comme si, au moment de se confesser, la pécheresse qu'est la lettre E préférait se taire. Cette lettre qui invite aux liaisons. Cette lettre qu'on n'a pas volée. Cette lettre qui s'ouvre en s'accentuant. Ça veut dire quoi, écrire sans elle? Comment écrire l'absence, la perte, quand jusqu'à ces mots même n'ont plus droit de citer? Claro, une seule lettre vous manque. Et puis aussi les œuvres de Pérec qui vont être visées aussi à travers l'écriture. On pourrait faire par exemple que les gens ne pourraient m'écrire que sur la vie d'emploi, mais aussi c'est toute la particularité de Pérec, c'est comme son œuvre qui tourne autour d'une petite dizaine de livres, mais 10 livres qui sont effectivement tous différents. C'est pas Modiano là. Voilà. Et avec tout le respect que j'ai pour Modiano, et j'adore aussi ce qu'il fait, mais voilà, on est vraiment sur 10 livres complètement différents. Et justement, dans les 53, on va parler aussi bien de W au souvenir d'enfance que du petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, que l'espèce d'espace, les choses, l'espèce sociologique, l'infraordinaire, etc. aussi. Tout ça va rentrer dedans, quoi. Voilà. Tu disais il y a quelques instants en parlant de la libraire que tu allais peut-être l'accompagner dans l'écriture. Alors justement, comment tu travailles avec les auteurs? D'abord, je change un petit peu avec la collection. Où je commence à accepter des gens qui me disent est-ce qu'à un moment je peux vous présenter mon brouillon ou là où j'en suis? Ce que j'acceptais jamais avant. Je souhaitais ce que tu m'as demandé quand même. Hein, c'est vrai. Mais parce que je trouve ça intéressant d'en discuter, tout simplement, d'en parler. Et puis je veux pas non plus que les gens aillent forcément dans des chemins que finalement je suivrai pas moi-même. Donc j'ai pas envie non plus de les leurrer. C'est difficile sur une collection comme ça de dire est-ce que je peux vous écrire quelque chose sur certains thèmes, puis à la fin de leur dire bah non, finalement ça va pas correspondre. C'est hyper dur. Je trouve ça horrible en fait. Oui. Et moi aussi. Alors, et ça t'est pas arrivé avant cette collection-là? C'est quelque chose que tu découvres ou c'est le métier d'éditeur? C'est quelque chose que je découvre parce qu'avant, à la limite, comme il n'y avait pas de thématique, je pouvais, j'étais ouvert à je dis pas à tout, mais j'aimais ou j'aimais pas. Là, là aussi, là il faut que j'aime, c'est sûr. Mais je peux pas dire j'aime pas. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un travail aussi qui est fait spécifiquement pour ça, je peux pas me permettre. Il faut que je fasse attention, quoi. Là, par exemple, je rencontre demain une autrice j'aime beaucoup ce qu'elle m'a proposé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et je vais lui dire que voilà, à mon avis, tout le travail qu'il y a à faire. Mais l'engagement, il est difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je m'engage pas, mais je vais quand même lui dire que ce qu'elle fait me plaît. Tu vois un peu la difficulté de la chose. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas facile. Il y a la relation humaine qui est au cœur de mon travail d'éditeur, et ça, je peux pas l'ignorer, quoi. Avant que je commence, il y a 3 textes qui étaient là pratiquement tout de suite. Le texte de François Bon, en tout cas la demande, elle était très tôt pour être François, et il m'a dit oui tout de suite. Claro m'a dit oui tout de suite parce que je souhaitais reproduire, alors de façon plus littéraire, une conférence qu'il avait faite il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017 à La Baule, à un festival, une journée consacrée à Pérec. Et il avait fait un très beau texte qui m'avait beaucoup plu à ce moment-là, et je l'avais toujours en tête. Et on peut l'écouter même, je crois, sur le net. On pourra voir la différence entre la conférence et le texte du coup qui me sort pour la collection. Claro a dit oui tout de suite quand je lui ai demandé.
Et puis j'avais lié amitié avec un jeune écrivain, Antonin Crène. Très vite on avait parlé de Pérec et avant même, peut-être que j'ai l'idée même de la collection où ça commençait chez moi à cogiter. Et voilà, notre rencontre a été très riche et on a parlé beaucoup de Pérec. Et Antonin m'a écrit tout de suite un texte pour dire est-ce que ta collection ça pourrait être ça? Et quand j'ai vu son texte, il m'a dit oui, la collection ça pourrait être ça, quoi. Donc j'avais ces 3 textes-là avant même de penser, quand j'étais dans la réflexion du projet. Donc le François Bon, ça y est, il est publié. Donc je poursuis par Claro donc à l'automne. Et il y aura le texte d'Antonin Crène également dans les 3 d'automne. Et au milieu, il y a celui de Anne Savelli. Lier les lieux, élargir l'espace. Lier les lieux, quels lieux? Les siens, ceux des autres, ceux des livres des autres, réinventer, rêver, valeur du village qui augmente quand Proust y a dormi, quand Balzac s'y est caché, plage de Duras, chambre de Woolf, ce serait cela? Cela est autre chose dont je ne sais que dire pour l'instant. Je devine simplement qu'un agencement existe, nous permettant d'écrire. Un jour, un dialogue s'instaure avec quelques segments de ville, un pan de mur, une rue en pente, un intérieur entreaperçu. C'est comme si le lieu appelait. Il demande à être pris en compte. On ne l'entend pas, il insiste. Il exige d'être regardé. Il veut qu'on examine ce qui le constitue, avec soin, plusieurs fois. Il veut entrer dans notre peau, se faufiler partout, ne plus être oublié. Plus il est banal, plus il nous convoque. Pont, fenêtre, voie ferrée, l'inventaire commence. Voilà. Et vous, quel est votre Pérec? Est-ce que la lecture d'un ou de plusieurs de ces livres a eu une influence sur votre travail, votre trajectoire, votre pensée? Bien entendu, on peut en discuter quand vous voudrez sur Patreon. À bientôt donc. Au revoir.